Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est journaliste sportif au sein de la rubrique football du journal L'Équipe qu'il rejoint en 1995. Il intervient régulièrement dans des émissions de débat sur le football telles que On refait match sur RTL ou L'Équipe du soir et L'Équipe d'Estelle sur la chaîne L'Équipe. Il a commencé sa carrière au Progrès en 1979, d'abord au service des sports de l'agence de Bourg-en-Bresse, puis à Lyon à partir de 1986. Il a également écrit des ouvrages sur ce sport, comme La grande histoire de l'OL, sorti en novembre 2007, L'affaire Jacquet en 2008, ou encore Éloge des coiffeurs en 2018. À partir de 2014, il publie des ouvrages toujours en rapport avec le football, mais plus personnels. Il consacre ainsi un livre au footballeur nord-irlandais George Best, le 5e Beatles, dans lequel il confie son goût pour le football anglais qu'il découvrit adolescent dans les années 1970. Également aux éditions Stock, il publie en 2016 Un printemps 76 qui traite notamment de l'épopée de l'AS Saint-Étienne en Coupe d'Europe en 1976. Là aussi, mise en perspective avec son histoire personnelle de jeune amateur de football. Il obtient d'ailleurs, il faut le souligner pour ce dernier, le prix Antoine Blondin, récompensant un ouvrage original sur le sport. Vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de Vincent Duluc qui vous présente son dernier livre 50 héros pour l'Euro 2020 aux éditions Solar, qui d'ailleurs on en profite pour saluer, remercier très chaleureusement Marie-Laure qui se reconnaîtra et qui sans elle, cette interview on aurait pu se faire, bien sûr elle aurait pu se faire. Je vous embrasse Marie-Laure. Vincent Duluc, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Ravi d'être avec vous, vraiment. Avant de nous plonger dans ces 50 héros, on va parler un peu de vous. Oui, il y en a encore qui vous découvrent. Racontez-nous, non, simplement votre expérience, oui, pour en arriver là où vous en êtes, et notamment vos débuts, journal le Progrès, et puis peut-être aussi comprendre comment c'est venu cette passion pour le journalisme, et plus particulièrement pour le sport. Ah, mais en fait, l'histoire, c'est tout petit déjà. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai commencé comme pigiste à l'agence du Progrès à Bourg-en-Bresse, où mon père lui-même était pigiste pour les boules et pour le basket. Donc, c'est un peu ce qui m'a mis au départ le pied à l'étrier. Et donc, après mon bac, j'ai commencé assez naturellement à aller voir un peu s'il n'y avait pas deux, trois choses à faire le week-end pour eux. Puis j'ai commencé à en faire un petit peu. Puis après, très vite, beaucoup. Puis après, voilà, je suis rentré un peu là-dedans. Et après, tout le reste a été un long voyage. Je suis resté 6 ou 7 ans à Bourg. Après, je suis allé voir comment c'était à Lyon. Puis je suis resté 6 ou 7 ans à Lyon. Et après, je suis allé voir comment c'était à Paris. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à l'équipe. Et c'est plutôt une belle vie, globalement. On vous retrouve notamment quasiment tous les soirs sur la chaîne L'Équipe. C'est un régal. Tiens, un mot sur la saison actuelle de l'Olympique Lyonnais. Je sais que c'est un club que vous suivez particulièrement et dont vous connaissez bien. Oui, c'est un feuilleton auquel je me suis attaché au fil des années, parce que j'ai vraiment commencé à le suivre de près pour le Progrès à la fin de l'année 1987. Donc Jean-Michel Aulas était là depuis quelques mois. Et donc voilà, j'ai suivi un peu tout sa montée en puissance, son expansion, son développement. Et c'est vrai que pour moi, voilà, c'est un feuilleton que j'aime bien suivre. C'est comme il y a des gens qui aiment bien les séries, ben moi c'est à peu près ça. J'en suis à la saison 27 ou 28, à l'épisode 15. Et je sais exactement où en sont les personnages, comment ils ont évolué. Je me souviens de ceux qui sont plus là, mais qu'on croise de temps en temps. Je vois arriver des nouveaux. J'essaie de trouver une cohérence dans tout ça. Et oui, on va dire que c'est un feuilleton qui me plaît de raconter. Et puis, bon, accessoirement, ça me plaît aussi de revenir dans la région, puisqu'il est toujours ma famille, mes amis, et que c'est là que sont mes racines. Un mot alors sur cette saison actuelle, on sait, départ de Silvinho, le Brésilien, amené par Juninho, et c'est arrivé de Rudy Garcia, entraîneur emblématique français, passé par de nombreux clubs, et notamment l'Olympique de Marseille. C'est une période assez instable de l'histoire de l'OL, c'est-à-dire que bon, la stabilité a toujours été incarnée par Jean-Michel Aulas, son président, mais parfois elle était incarnée aussi par les dirigeants, longtemps par Bernard Lacombe, et puis parfois par l'entraîneur, qui était un ancien du club. Là, c'est pas le cas du tout. Les pages se tournent. Bernard Lacombe ne conseille plus vraiment Jean-Michel Aulas, c'est plutôt Gérard Houllier. Et au niveau il a tenté un peu de donner tout son pouvoir à Juninho, qui est arrivé de tête du Brésil, mais bon, Juninho était resté un peu loin du foot européen pendant 9 ou 10 ans. Il a commencé par choisir un entraîneur qui n'avait jamais été numéro 1, Silvinho, ça n'a pas marché du tout. Derrière, il choisit un autre
entraîneur qui est un peu rejeté par le public, qui le cite à chaque annonce de compo d'équipe, qui est Rudy Garcia, parce que le basculement s'est fait trop vite d'un club rival à l'autre. Pour les supporters lyonnais, il est vraiment trop identifié marseillais. L'équipe est très jeune, donc du coup, il y a une instabilité aussi dans les résultats. Voilà, c'est une saison qui peut être un peu compliquée pour Lyon. Compliqué, on sait que Rudy Garcia, pour connaître un petit peu l'homme, effectivement, s'entête un peu parfois, a du mal parfois de se dire oui, je peux faire des erreurs. Souvent, on entend dire c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute de ceci, de cela, et des fois il se remet peut-être pas forcément en cause. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, mais alors ça c'est tout à fait vrai. C'est une bonne remarque. C'est jamais de sa faute. Quand il dit sa faute, c'est pour qu'on pense que c'est pas de sa faute. Voilà. Mais il y a jamais de sincérité là-dedans. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que la plupart des entraîneurs sont comme ça, soit parce que c'est leur ego qui les encombre un petit peu, soit parce qu'ils doivent montrer qu'ils sont forts et qu'ils vont pas bouger au premier vent, tant vis-à-vis de l'intérieur et de leurs joueurs, parce qu'un vestiaire c'est exagéré, que vis-à-vis de l'extérieur, parce qu'il faut pour montrer vis-à-vis de l'environnement, voilà, qu'ils vont pas céder et qu'ils sont costauds. Donc parfois l'entêtement public peut être une vertu obligée pour ces entraîneurs qui sont quand même sous pression. Un petit mot sur le voisin Saint-Étienne. Il y a eu un petit peu de mouvement également avec cette arrivée de Claude Puel. C'est une bonne nouvelle pour lui, pour cette équipe de Saint-Étienne. J'allais dire Lyon, parce que lui aussi passé par l'Olympique Lyonnais, c'est incroyable. Oui, mais après maintenant il y a vraiment beaucoup d'entraîneurs qui ont fait les deux clubs depuis 25 ans, soit qu'ils habitaient dans la région ou qu'ils n'avaient pas envie de s'éloigner, soit que les voisins avaient eu tout le temps de les observer. Mais bon, ça remonte à loin en arrière. Aimé Jacquet a jamais été entraîneur de Saint-Étienne, mais il a joué à Saint-Étienne, il a été entraîneur de Lyon derrière. Robert Nozaret a entraîné les deux clubs, Robert Herbin a entraîné les deux clubs, Jacques Santini a entraîné les deux clubs, Alain Perrin a entraîné les deux clubs. Donc voilà, maintenant c'est arrivé un peu plus souvent. La vérité, c'est que les deux clubs, Lyon et Saint-Étienne, se sont trompés d'entraîneur cet été. Saint-Étienne a pensé que Ghislain Printemps, qui était l'adjoint de Jean-Luc Gasset, pouvait être numéro 1. Lyon a pensé que Chély Mignot, on en a déjà parlé, pouvait être numéro 1 sans jamais l'avoir été avant. Et en fait, les deux se sont trompés, et la différence, c'est qu'effectivement, en choisissant Claude Puel, Saint-Étienne a pris quelqu'un avec lequel il était statistiquement, j'allais dire, assuré d'avoir des résultats, parce que Claude Puel a eu quand même des résultats partout où il est passé. Donc avec un effectif qui n'est pas fantastique, il arrive, je trouve, pour l'instant, à obtenir beaucoup. Il y a beaucoup moins de talent dans l'effectif de Saint-Étienne que dans l'effectif de Lyon, mais on va dire que le jeu semble un peu plus cohérent pour l'instant. Vincent Duc, quand vous n'écrivez pas notamment, qu'est-ce que vous aimez faire, et quand vous n'êtes pas aussi sur un plateau de télévision, et quelles sont vos passions? En fait, quand j'ai la chance d'être en vacances, ça me donne le temps d'aller voir des matchs. Donc non, mais c'est au-delà de la boutade, j'ai pas le temps de faire beaucoup de choses autres que mes 3 ou 4 métiers déjà, parce que bon, j'écris dans le journal, je fais des émissions à la télé pour la chaîne L'Équipe, j'écris des livres, 2 ou 3 par an parfois, et depuis 1 an, je suis président du Musée National du Sport, qui est à Nice, qui est une fonction bénévole, mais néanmoins chronophage, et donc on a plein de projets. C'est une manière quand même de continuer un peu la même conversation, parce que c'est à peu près la même chose. Il faut raconter des histoires, il faut hiérarchiser, il faut mettre en valeur certains champions. Mais voilà, ça fait beaucoup de métiers. J'ai pas beaucoup le temps de faire autre chose. Et c'est vrai que quand j'ai un peu de temps, il m'arrive souvent notamment d'aller quelques jours en Angleterre pour aller voir des matchs. Ça reste ma passion. Et quand on commence à avoir mon âge, alors j'exagère pas, je suis pas encore trop vieux, mais on se pose la question de savoir ce qu'on aime vraiment. Et par exemple, au niveau du foot, moi j'ai choisi de me concentrer sur ce que j'aime vraiment, qu'est l'Angleterre, et je laisse un peu les autres pays aux autres. J'essaie d'être spécialiste de ce championnat-là, et tant pis pour l'Italie, tant pis pour l'Espagne, tant pis pour l'Allemagne. On ne peut pas tout faire, et pour moi ça sera l'Angleterre. Ah, le championnat anglais est tellement richissime. J'aime beaucoup aussi ce championnat. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est tellement intéressant, c'est vrai, hein, ce que vous dites. Ce championnat anglais, les petites équipes peuvent battre même les grandes équipes. Enfin, c'est incroyable. Il peut y avoir des retournements de situation exceptionnels. Il y a toujours des choses incroyables qui se passent. Hein. Non, mais même des fois en championnat même de Détroit, ou que ça soit, c'est incroyable. C'est quelque chose, oui, vous avez raison, de fabuleux. Et puis la magie dans les stades aussi, ça doit être quelque chose, Vincent, dans les stades en Angleterre. Bien sûr. Alors après,
ironique parce qu'ils dépensent beaucoup plus d'argent au Superstore que les abonnés, que du coup il y a une transformation de l'atmosphère. Je veux dire, à Old Trafford, à Manchester United, vous pouvez avoir 15 000 ou 20 000 touristes asiatiques par match. Ça fait partie d'un tour pour qui vont venir dépenser 200 ou 300 livres au Superstore, alors que les abonnés payent environ 30 livres de moyenne leur place au stade et dépensent 10 livres de bière et puis un kit de paye. Donc parfois ça change un peu l'atmosphère, mais malgré tout, on revient toujours aux sources à un moment ou à un autre. Il y a un mois et demi, je suis allé pour la première fois chez Sheffield United au stade de Bramall Lane pour voir jouer Arsenal et l'atmosphère avait été formidable, populaire, chaude. J'avais vraiment retrouvé toute l'atmosphère que j'aime dans les matchs en Angleterre. Nous sommes chez vous, avec vous, et on est bien, Vincent, on se dirige là, on imagine, on est face à votre bibliothèque, on est face à elle. Qu'est-ce qu'on va y retrouver à l'intérieur de celle-ci? Il y a beaucoup de choses, il y en a trop. J'essaie de faire du tri, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Alors j'ai une bibliothèque qui est consacrée aux livres de sport. Je dois en avoir, je sais pas, je dirais 500 à peu près. Aujourd'hui, je fais le tri en temps réel, c'est-à-dire que je garde les anciens, mais aujourd'hui, j'essaie de donner un peu les nouveaux dont je sais que je les dirai pas ou rapidement. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup de romans français, de romans étrangers, d'essais, voilà. Et j'essaie de garder dans une bibliothèque spéciale tous les livres que j'ai particulièrement aimés. Voilà, c'est mon espèce de Hall of Fame où figurent les 100 ou les 200 livres que j'ai préférés ou qui me sont le plus chers, soit parce que j'ai adoré les lire, soit parce que c'est un cadeau. Enfin voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que les livres sont un petit peu partout, entre le salon, mon bureau, la chambre. Voilà, il y en a un petit peu partout. Mais bon, en même temps, la place a été faite au niveau des cachettes VHS et des DVD. Hein. Avec la dématérialisation aujourd'hui, il y a un peu plus de place pour les livres qu'avant, puisqu'on a pu débarrasser les meubles avec les cassettes VHS, ça fait au moins 20 ans maintenant. Oui, parce que sinon, il y en aurait tellement, c'est vrai ça. Pour les jeunes qui ont connu ça, oui, effectivement, ça prenait pas mal de place. Vincent Duluc, intéressons-nous cette fois-ci votre dernier livre, au vôtre, 50 héros pour l'Euro 2020, aux éditions Solar, c'est un régal. Comment vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage? Expliquez-nous, et comment c'est venu l'idée de départ? En fait, c'est une très vieille idée, parce que ça fait maintenant, je dirais, 10 ou 15 ans qu'on fait ce livre-là tous les 2 ans pour l'Euro et pour la Coupe du Monde. Alors c'était une idée de mon vieux confrère, aujourd'hui disparu, qui s'appelait Renaud de la Borderie, qui était un grand ancien du Parisien, et qui dirigeait la collection sport à Solar. Et l'idée, effectivement, c'était tous les 2 ans d'anticiper ce que pourraient être les 50 stars de l'épreuve à venir, que ce soit un Euro ou une Coupe du Monde. Alors c'est un vrai pari, parce qu'au moment où on décide des 50 stars, on ne sait pas qui va se qualifier. Donc c'est notre suspense parallèle. On se dit pourvu que dans les photos qu'on a mis à la une, les pays passent bien. Parce qu'en fait, on décide les 50 au mois de septembre, il reste environ 4 matchs pour se qualifier, donc environ 40% de la compétition globalement. Donc c'est vraiment très aléatoire. En plus, cette année, pour l'Euro, on ne connaît pas encore tous les qualifiés, parce qu'il y a 20 qualifiés directs, mais il va y avoir encore 16 barragistes qui vont disputer les 4 dernières places au mois de mars. Donc voilà, c'est un vrai pari d'essayer de choisir les 50 et la nécessité aussi, c'est de les renouveler. On ne peut pas toujours garder les 50 mêmes. Il faut faire de la place à des nouveaux venus, essayer de raconter des histoires de joueurs de petites nations, parce que finalement, ce qui nous plaît dans le foot aussi, c'est de raconter des histoires et des nouvelles histoires. On ne peut pas toujours raconter toujours la même. Comment s'est passé cette fois-ci la phase d'écriture, quand vous avez, ça y est, vous avez trouvé vos 50 portraits, vous dites voilà, on va écrire ces 50 joueurs. Comment ça s'est passé pour chapitrer en termes de recherche, puisque vous avez fait un plan aussi, je sais que certains auteurs le font. Enfin, vous, comment vous avez fonctionné, Vincent? La question de la structure, elle existe dans les livres, on va dire, linéaires. Vous avez parlé de l'éloge des coiffeurs que j'avais fait juste avant la Coupe du Monde 98. Là, effectivement, il faut trouver des thèmes ou il faut trouver une articulation particulière. Là, dans la mesure où c'est 50 portraits, la question de la structure n'existe quasiment pas. Mais en revanche, à l'intérieur de chaque portrait, moi, en général, ce que je fais, c'est que j'écris un petit texte sur la perception que j'ai d'eux. J'essaie d'avoir un petit passage un peu écrit où j'essaie de personnaliser un peu ça, d'en faire justement le portrait en 5, en 10, en 15 lignes, ça dépend du jour, ça dépend de l'inspiration. Et ensuite, je cherche éventuellement un angle auquel me tenir. Je sais pas si par exemple la
jeune révélation norvégienne Haaland que toute l'Europe va chercher à accueillir. L'angle, par exemple, c'est que son père a été grièvement blessé en Angleterre par Roy Keane, l'ancien enfant terrible de Manchester United. Donc on arrive comme ça à tisser des fils en recherchant un peu. Et après, c'est vrai qu'il faut chercher un peu de l'anecdote, il faut aussi donner un peu de chair à tout ça. On ne peut pas se contenter de faire des portraits, des statistiques. D'ailleurs, on a digéré les statistiques ailleurs et on a essayé de les mettre avec la fiche du joueur. Et donc l'idée, effectivement, c'est toujours d'essayer de raconter une histoire et de donner un point de vue, parce qu'aujourd'hui, dans le foot, on raconte l'histoire des joueurs, des équipes, mais il faut aussi un point de vue, il faut un parti pris. C'est devenu le foot est devenu une matière de débat, alors quotidienne sur les radios, sur les télés. Et je pense qu'il faut que les livres soient aussi un prolongement de ce débat et que le parti pris aujourd'hui est nécessaire dans la manière d'évoquer le foot. Ah, vous en avez parlé un petit peu de la construction du livre et de ce qui pouvait se présenter, mais on va quand même souligner avec la chronique de Guillaume Sautet, les plaisirs de Marque-Page, n'ont pas pu lâcher votre livre, c'est vrai, il faut le dire, tellement il est passionnant, on apprend vraiment de magnifiques choses au travers de ces 50 portraits de joueurs. Pour celles et ceux là qui viennent tout juste là de nous rejoindre, racontez-nous en quelques mots à quoi doivent s'attendre les lecteurs qui vont vous lire. Vous avez parlé de ce joueur norvégien, donc ça c'est super. Il y en a d'autres comme ça. Vous avez parlé de petites nations, de nations peut-être moins, j'allais dire, médiatisées aussi, peut-être. Bien sûr, par exemple, on a parlé de la nouvelle star de la Finlande, qui s'appelle Timo Pukki, qui est l'attaquant de Norwich City, qui est promu en première ligue. Et le grand slogan à Norwich depuis cet été, c'est No Pukki, No Party. Parce qu'il est vraiment, avec lui, le foot est un peu une fête. Et donc la Finlande va disputer des barrages pour essayer de se qualifier à l'Euro au mois de mars, et donc on raconte cette histoire de ce Pukki qui effectivement, si la Finlande finit par se qualifier au mois de mars, peut être une des stars de l'Euro. Moi, les idées que je me pose, c'est qui vont être les stars. Il faut qu'ils soient dans les 50. Qui va être le meilleur buteur? Il faut qu'il soit dans les 50. Qui va être le meilleur gardien? Il faut qu'il soit dans ces 50. Le but, c'est qu'on puisse feuilleter ce livre pendant l'Euro, et quand on regarde un match, eh bien de s'attacher comme ça à un personnage en lisant son histoire. On sait très bien que pour qu'un feuilleton marche, il faut que ce feuilleton soit incarné. Et pour qu'il soit incarné, il faut que les personnages ont une histoire et il faut qu'on la raconte. Donc finalement, c'est ce but-là que poursuit ce livre. C'est permettre au feuilleton de s'incarner en donnant un peu de chair aux personnages qu'on verra l'été prochain à la télé. Quels sont vos projets pour la suite, Vincent? Alors j'ai 2 projets de livres qui sont en cours. Il y a un 4e roman chez Stock dans la collection bleue qui doit sortir en avril-mai et qui cette fois sera pas autour du sport, après avoir fait Georges Dess, après avoir fait le Printemps 76, après avoir parlé de Cornelia, qui était Cornelia Ender, la grande championne est-allemande de natation des années 70. Là, je vais m'attacher à une autre mythologie, je vais me plonger un peu dans le Hollywood des années 30, donc voilà, c'est un petit pas de côté par rapport à ce que je faisais jusque-là. Et puis j'ai un projet aussi de livre sur les mots du foot dans la collection Point, la collection de poche. Donc voilà, il faut que je réfléchis un peu à une nouvelle définition des expressions du foot, et c'est assez rigolo parce que quand on est immergé comme ça dans cette culture-là, parce que pour moi c'est une culture depuis 30 ou 35 ans, finalement on se rend compte qu'on peut faire une lecture différente d'expressions qui au départ paraissent basiques, mais finalement qu'on est là de sens caché. Oui, c'est pas faux ce que vous dites. Oui, je réfléchissais en même temps, puisque en faisant des matchs tous les week-ends, en côtoyant joueurs, entraîneurs, supporters également, tout ça, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une forte évolution. Il y a des mots qu'on disait avant qui avaient une telle signification, mais qui en ont une autre maintenant. C'est incroyable. Ou alors complètement des nouveaux mots qui apparaissent. Et puis dans le langage aussi, dans le parler même des joueurs et tout, c'est incroyable. Oui. Ah ben ce livre-là, je pense, va marcher également. Il va fonctionner. J'espère. Ben, on viendra le présenter. Enfin, vous le présenterez avec nous si vous voulez. Avec plaisir. Allez, passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool pour terminer tout en douceur. Bon, celle-là, je suis obligé de la faire. À mon avis, je sais déjà votre réponse, mais c'est pas grave. J'en profite pour saluer les fans, voilà, des 2 clubs. Plutôt Olympique Lyonnais ou AS Saint-Étienne? C'est une vieille question. J'ai fait mon coming out dans les premières pages du Printemps 76 en racontant que j'étais supporter de Saint-Étienne quand j'étais adolescent, parce que mon père était stéphanois, mais que mes enfants sont supporters de l'OL et que du coup, moi, je me sens un peu la Suisse. Je suis tiraillé des 2 côtés. Alors quand Saint-Étienne gagne pas de derby pendant très longtemps, j'ai également envie que mon père ait un peu cette satisfaction.
mes enfants vont être tristes si Lyon perd, donc ça m'arrange si l'OL ne perd pas. Donc entre Saint-Etienne et Lyon, je fais partie moi je viens d'une région à Bourg où on a historiquement été un peu plus vert que lyonnais, mais je constate que les choses ont changé depuis les années 2000, c'est un peu partagé, et moi j'en suis là, comme ça, un peu partagé. Quel est votre plus beau souvenir sportif? C'est compliqué parce que les plus beaux souvenirs sportifs sont parfois également des souvenirs personnels. Alors je pourrais parler des grands versements en finale, de la finale de 2005 à Istanbul, quand Liverpool menait 3-0 à la mi-temps et a gagné la Ligue des Champions, quand Manchester United en 99 à Barcelone menait 1-0 par le Bayern avec marqué 2 buts dans le temps additionnel, ou la finale de l'Euro 2000 quand Victor a égalisé alors que j'avais fini mon papier et qu'il a fallu que je recommence complètement mon papier et qu'un quart d'heure après Trezeguet a gagné la victoire en équipe de France. Donc voilà, il y a ces grands moments, il y a les finales des Coupes du Monde, j'ai eu la chance de faire 9 Coupes du Monde, donc les 3 finales de la France sont un grand souvenir. Je me rends compte que c'est une chance inouïe d'avoir vu l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde une fois sur 3 depuis que je suis ce sport-là. Mais peut-être que mon plus grand souvenir, il est personnel et régional, c'est quand le FC Bourg-Perona a remporté son 8e finale de Coupe de France contre le SMS, qui était alors leader du championnat, à la fin de l'hiver 1998 au stade de Gerland. Il y avait 30 000 personnes à Gerland, il y avait à peu près la moitié de la ville de Bourg qui s'était déplacée, j'avais tous mes copains d'enfance qui étaient dans le staff, j'avais fait mes premières albums avec l'entraîneur, j'avais joué au foot, j'étais au lycée avec l'entraîneur adjoint, donc c'était vraiment... Et cet entraîneur-là, Pierre Moron, qui était mon ami d'enfance, le lundi matin avait fait la une de l'équipe avec Michael Jordan et Boris Becker, et je me disais que d'avoir un copain d'enfance qui fasse la une de l'équipe avec Michael Jordan et Boris Becker, c'était quand même une drôle d'histoire, donc ça oui, ça m'est resté, et ça c'est sans doute un de mes plus grands souvenirs. Quel beau souvenir. Et on rappelle un FC Bourg-Péronas qui effectivement est malheureusement descendu, hein, on s'en souvient, il n'y a pas très 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 longtemps, et qui a effectivement dû se séparer de son entraîneur Hervé Della Maggiore, qui est un bon mec également. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Vincent, mais c'est un bon mec. Absolument, oui, je connais bien Hervé, absolument. Il a fait un travail remarquable, et c'est lui qui a amené Bourg au professionnalisme, c'est lui qui a fait en sorte que pour la première fois de son histoire, le département de l'Ain ait un club professionnel de foot. Alors j'espère que son successeur, mais c'est le deuxième successeur, Karim Mokedem, qui vient d'Aduchère et qui est là depuis cet été, j'espère qu'il va réussir à nous faire remonter, parce que quand c'est Bourg, c'est toujours nous. Citez 3 mots, ça tombe bien, qui selon vous définissent Bourg-en-Bresse. Mais pour moi, Bourg, c'est la famille, l'enfance et les amis, toujours. C'est un peu ça, les 3 mots. Alors après, évidemment, ça se décline. Les amis, je peux le décliner avec le golf, je peux le décliner avec les bons repas, avec la brasserie du Français, avec avec les grenouilles et le poulet à la crème pour faire carte postale. Mais c'est chez moi, c'est mes racines. C'est d'autant plus mes racines que finalement j'ai quitté la ville un peu tard, puisque j'y ai travaillé, ce qui fait que j'y ai noué d'autres liens que si j'en étais parti pour faire des études ailleurs. Et ça reste la ville où je reviens toujours à un moment ou à un autre. Si vous étiez un footballeur professionnel, ça serait lequel? C'est une bonne question. Je sais. C'est une bonne question. Très franchement, je ne sais pas. Lequel? J'aimerais. J'en sais rien parce qu'en fait, il y a tellement de dimensions aujourd'hui dans le foot professionnel. On peut tellement visiter tous les pays. En fait, j'aimerais être un footballeur qui ait juste assez de talent pour pouvoir jouer dans tous les pays et pas trop pour pouvoir justement circuler librement. Voilà. J'aurais aimé avoir beaucoup de liberté, pas trop de contraintes, mais bon, de l'argent quand même, comme tout le monde. Mais pouvoir jouer en Angleterre, pouvoir finir sa carrière aux États-Unis, voilà, des choses comme ça. Une fois, j'avais parlé avec Sidney Govou, qui avait un petit peu joué à l'étranger à la fin de sa carrière, et qui disait que le côté le plus merveilleux des footballeurs, c'était que quand on arrivait dans un nouveau pays, en fait, au bout de 3 mois, on était déjà intégré, alors que pour les gens normaux, il fallait 3 ans. Et au bout de 3 mois, on était obligé de parler à peu près la langue, on était obligé de savoir exactement comment circuler dans une ville, on devait connaître un peu la culture de ce pays-là, parce qu'il fallait qu'on défendait un maillot, qu'on défendait un clan, et il fallait donc être conscient de cette culture. Et voilà, je trouve que c'est un des aspects passionnants, je trouve, de ces carrières-là, c'est de voir que ces joueurs qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas de culture, ou du moins qui vont se la bâtir au fur et à mesure et beaucoup plus tard, ils sont capables à 30 ans de parler 6 langues et de discuter d'un contrat avec les plus grandes fortunes ou les plus grands industriels de ce monde. Et je trouve que c'est un des aspects qui est vraiment intéressant du foot professionnel. Qui, selon vous, va remporter la Ligue des Champions cette année? Ça peut être encore Liverpool.
bien que ça peut être eux aussi. Ça peut être la surprise, hein. Exactement. C'est parfois dans les saisons comme ça, un peu tard, de manière un peu bancale, que les grands élans se produisent parfois. Oui, c'est vrai. Une finale Liverpool-PSG, soit de la gueule. Mais toutes les finales de la Ligue des Champions ont de la gueule. Voilà. Voilà, je dis Liverpool parce que, bon, j'ose avouer que j'aime beaucoup leur entraîneur. Jürgen Klopp, pour moi, c'est l'un des meilleurs, je sais pas. Un petit mot sur Jürgen Klopp. Quel homme, quel magicien. Ouais, c'est une personnalité assez incroyable. Alors, d'un côté, c'est un faux type sympathique. Tous ceux qui travaillent disent que voilà, on est plus près du tyran que de Pascal le grand frère. Mais il dégage une telle énergie qu'il arrive à obtenir de ses joueurs des choses que les autres n'arrivent pas à obtenir. On voit bien que les joueurs de Liverpool mettent dans leur match une intensité incroyable, qu'il y a des courses généreuses et altruistes que tout le monde défend, qu'il n'y a pas un joueur qui traite les pieds. Si un joueur qui traite les pieds, ben il joue plus. Donc moi j'aime beaucoup cette espèce de on disait que l'Ajax Amsterdam dans les années 70 c'était un football total, mais là j'ai l'impression que Liverpool aujourd'hui c'est le football le plus total qu'on puisse concevoir. Et Jürgen Klopp qui disait à certains de nos confrères, moi je n'ai pas forcément de grandes stars dans mon équipe, mais j'en fais devenir des stars. Ça c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Après, Van Dijk, son défenseur hollandais, c'était déjà un grand défenseur avant qu'il arrive. Et on peut pas faire croire non plus que Liverpool est un espèce de challenger économique qui bat les grands, alors que c'est un des 3 clubs qui a dépensé le plus d'argent en recrutement sur les 5 ou 6 dernières années. Mais on comprend l'idée de Klopp. En fait, ce qu'il veut, c'est des stars, mais des gens qui jouent pour l'équipe et que l'équipe va révéler, plutôt que des gens qui arrivent avec un statut et qu'il faudrait intégrer à un état d'esprit, ce qui est toujours le plus difficile. En fait, pour terminer, Vincent, si vous aviez un rêve, ce serait J'en ai plein. J'en ai plein pour ça. C'est là que je vois que je suis assez jeune, c'est que j'ai encore plein de rêves. Alors pour moi, pour ma famille, pour mes amis, mais pour le boulot, pour la vraie vie. Un rêve, je sais pas. J'en ai beaucoup, mais c'est comme quand on fait un vœu, faut pas les dire. On les dit pas. Et puis sur le plan personnel, bah, c'est du positif et je pense que oui. Et on espère qu'ils se réaliseront, Vincent. Merci beaucoup, c'est gentil. Vincent Duluc, rappelons que vous êtes l'auteur de 50 héros pour l'Euro 2020 aux éditions Solar. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci à vous. Ben, avec un immense plaisir, vous revenez quand vous le voulez. Les portes sont grandes ouvertes, vraiment. Merci, c'est gentil. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, vive le sport. Salut.